Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, l'heure de la réouverture pour les 220 000 cafés et restaurants. Certains clients étaient en salle, d'autres en terrasse. Premier café croissant, premier plat du jour, premier rire partagé. Reportage dans un instant. Les Français n'avaient pas franchi la barrière des 100 km depuis près de 3 mois. C'est aujourd'hui possible. Nos journalistes ont suivi une famille au moment des retrouvailles après cette très longue séparation. 8e jour d'émeute aux États-Unis après la mort de George Floyd, étouffé par un policier lors de son arrestation. Donald Trump veut mobiliser l'armée. Portrait de manifestants dans quelques minutes. Le coronavirus s'éloigne, les allergies arrivent. Elles n'ont jamais été aussi présentes et touchent un Français sur 4. Les températures exceptionnelles de ces dernières semaines ont donné des ailes au pollen. Enfin, vous entendrez peut-être pour la première fois des poissons communiquer entre eux. L'une de nos équipes a pu plonger avec les scientifiques qui veillent sur la réserve sous-marine de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales. « 78 jours sans un diabolomante ou un verre de vin, sans steak frites, sans crème caramel, partagé avec des proches ou des collègues. Depuis ce matin, c'est à nouveau possible. Symboliquement, un nouveau départ. Reportage à Paris, Clermont-Ferrand et Toulouse. Marine Brossard et Guillaume Frixon. C'est un moment que vous avez attendu impatiemment. C'est comme un Noël pour nous. Donc, mais sauf qu'au lieu des cadeaux, on a des verres de rosé. C'est un pur bonheur, comme on pourrait dire. Il était temps et ça fait du bien. Et c'est peut-être cette attente qui donne à cette soirée qui commence une saveur si particulière. Je ne sais pas si c'est moi qui suis plus heureux ou les clients en fait de pouvoir justement reprendre une vie normale. Voilà, c'est une petite vie de famille, hein, c'est une vie de quartier et on fait ça avec le cœur, quoi. Retrouver ces petits bonheurs qui nous avaient tant manqué, c'était tout ce qui comptait aujourd'hui. Reprendre un café en terrasse, voilà la première chose qu'il voulait faire ce matin. On s'est levé vraiment juste pour ça, donc on l'apprécie, on est super contents. Ça fait déjà 8 jours qu'on a programmé notre café, nous. Aujourd'hui, il a un goût de liberté. Et le plaisir de retrouver la terrasse avec un beau soleil, dans Pontoise, merveilleux. On respire, enfin, on est libre. C'est super. Pour tous, c'était la journée de la délivrance. Ça fait 45 ans que je travaille. Jamais je me suis arrêté autant de temps. C'est pas possible. Je suis pas programmé pour ça. Je revis. Voilà comment je me sens. On revit. Hier soir, en fait, pour ma part, c'est un peu comme la rentrée des classes, quoi. Depuis 3 mois, on a eu les grandes vacances. Et d'un coup, on réouvre, donc un peu mal à dormir et tout, mais bon, ça va. Là, c'est que du bonheur. Partout en France, les places retrouvent leur visage, redeviennent sonores. C'est la vie qui reprend, c'est comme le printemps. Donc, mais vraiment, c'est doux, c'est agréable. Un parfum de printemps que tous espèrent voir perdurer. À noter cette mesure en faveur des restaurateurs. Dès aujourd'hui, le plafond journalier des tickets restaurants passe de 19 à 38 €. Ils sont également valables les week-ends et les jours férieux, et ce jusqu'à la fin de l'année. Pendant le confinement, le manque à gagner des cafés et restaurants est estimé à 220 millions d'euros par jour. Pour leur venir en aide, le gouvernement va assouplir les conditions d'accès au fonds de solidarité. Cela sera-t-il suffisant? Cette réouverture va-t-elle leur permettre de combler les pertes? Reportage à Paris, Esther Lefebvre et Adrien Ponsard. Pour ces 2 enseignes parisiennes, c'est leur premier coup de feu et leur premier test. Pas plus, hein, 10 maximum. Midi pile, ce restaurant accueille déjà des clients sur sa terrasse élargie et repensée. 4 000 € d'investissement en plexiglas, produits d'entretien et masques. Pour un restaurant comme le nôtre, c'est largement acceptable si on arrive à retrouver nos services d'avant Covid. À 5 km de là, toute autre ambiance dans ce bistrot de quartier. Un quart de badois, 2 pintes de 16. Interdiction de servir à l'intérieur, alors il a improvisé une terrasse de fortune. Si on arrive à faire 10%, on est déjà content. Il lui faudrait pourtant 50% de son chiffre habituel pour être rentable. Car il a repris la moitié de ses salariés, jusque-là en chômage partiel, payés donc à 100% par l'État. Mais en fin de service, difficile de garder le sourire. On n'a fait que 3 plats chauds. Voilà, et quelques sandwichs. Et habituellement? D'habitude, c'était 1h30, on est en service de 35 personnes complet.
À l'autre bout de Paris, ce midi, plutôt bonne surprise, plutôt même très très bonne surprise. 210 couverts, un service quasi normal. Après, tous les restaurants ne sont pas encore ouverts. Dans la rue, il n'y en a que 3-4 d'ouverts sur une vingtaine. Donc à voir, j'ai peur que cet effet se dispatche un petit peu quand on va avoir les autres restaurants qui vont ouvrir. Un équilibre précaire. Globalement, la réouverture ne serait pas rentable pour la plupart des établissements. Ce qui est important, c'est que nos clients se réapproprient les lieux de vie. Leurs lieux de vie qui sont les bars, les cafés, les hôtels, les restaurants. Pour les soutenir, le Fonds de solidarité et les autres aides gouvernementales sont prolongés jusqu'à la fin de l'année. C'est désormais officiel et ça ne vous a pas échappé. Vous pouvez enfin vous déplacer à plus de 100 km de chez vous et voyager en toute liberté à travers la France. Certains n'ont pas attendu une seconde pour rejoindre leurs amis, leurs proches à l'autre bout du pays. Jean-Marie Bagayoko et Dominique Paris ont suivi une famille originaire de Thionville qui a roulé aujourd'hui à plus de 400 km. Ah, je reconnais le bruit de la voiture. Bientôt 5 mois qu'elle rêve de ce moment. Alors quand sa fille et ses petits-enfants arrivent enfin chez elle, impossible de respecter les gestes barrières et de résister à cette nouvelle étreinte. Très contente. Depuis le temps qu'on attendait. Donc voilà. Depuis ce matin, les Français peuvent à nouveau se déplacer à plus de 100 km de chez eux. Alors, c'est prêt pour le départ? Mesure attendue depuis des semaines par ses grands-parents. Anaïs, ça vient pas? Ils ont poussé. Cette famille n'avait jamais été séparée aussi longtemps. Oui, on a hâte, on était tout excités depuis hier soir. Il y en a qui ont mis du temps à s'endormir. On attendait ça depuis longtemps. Partis de Thionville, Karine et ses 3 enfants ont donc enfin pu parcourir plus de 100 km. Et voilà, on va passer les 100 km. Ouais. 4 heures de route au total pour rejoindre les grands-parents à Chambon-la-Forêt et enfin les embrasser. Faire du jardinage, faire un tour de vélo, ça on peut pas avec les écrans en fait. On peut juste se parler et se voir. Pendant ce temps-là... Oui, Raphaël, c'est mamie Nico. Oui, alors vous êtes où? Une attente interminable pour Nicole. Jusqu'ici, ces photos l'ont aidé à surmonter l'éloignement de ses proches. Est-ce que vous êtes déjà resté aussi longtemps sans les voir? Non, jamais. Non, c'est la première fois. Et j'espère que ça recommencera pas. Désormais, la famille va pouvoir multiplier les allers-retours. Dès ce week-end, de nombreux Français devraient prendre la route pour se retrouver à nouveau. Et nous aussi, nous nous sommes laissés griser par l'appel des grands espaces à plus de 100 km. Ces contrées lointaines que nous n'avions pas vues depuis 11 semaines. Thibaut Malandrin et Stéphane Deperroy ont pris la route depuis Paris, destination Honfleur, sur la côte normande. Une épopée. L'appel de la mer était irrésistible. C'est donc en direction de la Normandie que nous avons décidé de prendre la route. Impatients de sortir de ce fameux cercle de 100 km de rayon. Voilà, en passant cette sortie, nous sommes maintenant à plus de 100 km à vol d'oiseau de la porte d'Auteuil à Paris et nous sommes autorisés à poursuivre notre route. Il souffle comme un vent de liberté. Nous allons voir avec d'autres personnes si elles ont le même sentiment. La première aire de repos croisé nous donne l'occasion de rencontrer des Français heureux et qui ont eu la même idée que nous. Hier soir, on a dit demain on part, on est libérés. Libérés. On habite en région parisienne et voilà, dès qu'on avait cette possibilité de partir au-delà des 100 km, on va partir à Deauville, profiter de la belle journée. Direction la plage du Butin à Honfleur. Sur le parking, beaucoup de franciliens. La voilà, la mer tant désirée et la plage qui permet de bronzer sans se soucier de la distanciation sociale. Moi j'avais très envie de venir à la plage et comme c'est pas loin de l'Île-de-France, on a profité pour venir aujourd'hui. On a attendu la date décisive du mardi 2 juin. Donc c'est pour ça qu'on est ici, pour profiter de cette dernière belle journée, parce qu'apparemment le temps va se gâter demain. À Honfleur, nous pouvons déambuler ou boire un verre sans bousculade. L'activité reprend timidement. Mais pour ces visiteurs du 2 juin, l'essentiel était ailleurs. Habitant dans les Yvelines, on est à peu de kilomètres près, on ne pouvait pas venir jusque-là. Et donc là, vu qu'on est libéré, on s'empresse d'y venir. Ce qui fait surtout du bien, c'est de retrouver les siens. Plus que la liberté. Des touristes d'un jour, car pour la plupart, le retour se fait dès ce soir. Honfleur commence sa saison estivale dans un calme bien inhabituel.
Après presque 3 mois sans voir un professeur, certains lycéens ont repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, tous les lycées ont rouvert en zone verte. En zone orange, seuls les lycées professionnels sont autorisés à accueillir des élèves. Comment s'est passée cette première journée en classe? Réponse à Dijon et en région parisienne. David Desarrojo, Didier Pireschi et Simon Humblot. Le silence plutôt que les effusions. Voilà. Les précautions plutôt que les éclats de rire. Voilà. Retrouvailles prudentes après presque 3 mois de confinement. Tu changes de masque, s'il te plaît, oui. Des centaines de lycéens ont repris les cours ce matin. Nous sommes ici à Dijon, en zone verte. Les bacs professionnels et les CAP sont les premiers à faire leur rentrée. Ça fait bizarre de revenir sur ces conditions-là. Le fait de travailler, ça manque quand même. Ces futurs menuisiers, techniciens doivent obtenir leur diplôme pour décrocher des stages, entrer sur le marché du travail cet été. Les cours à distance étaient insuffisants. Je dirais que c'était plus difficile d'apprendre, parfois de suivre les cours et peut-être même d'être assidu. Quand on n'a pas du travail pratique, alors qu'on est en pro, c'est assez compliqué. Dans cet établissement, comme dans tous ceux de la France verte, tous les élèves de toutes les filières reviendront en classe au moins une fois. Il faut s'organiser. C'est bon. Il n'y en a que la moitié qui reviennent, puisque ce sont des groupes. Donc semaine A, groupe A et semaine B, groupe B. Sauf en lycée professionnel où on arrive à les tenir presque pendant le mois entier. Ça ne sera jamais parfait, mais on a fait le maximum pour que ça marche. Autre région, autre problématique. Nous sommes en Île-de-France. Ici, en zone orange, seules les filières pro sont accueillies. Donc si vous avez rencontré des difficultés pendant la période de confinement, si le retour... Le risque sanitaire est plus grand et l'écoute plus attentive. Une formation aux gestes barrières est obligatoire. Et une fois qu'on a mis le masque, on n'y touche plus. Leur retour était urgent. 20% des inscrits en lycée professionnel ont décroché depuis le confinement. La moyenne nationale s'élève à 4%. Les élèves de seconde, première, terminale, générale reviendront à partir de demain. Les enseignants ont eu 5 jours pour se préparer. Cette reprise des cours qui a commencé le 12 mai est évidemment, on vient de le dire, à temps partiel, 1 ou 2 journées par semaine, tout au plus, ce qui contraint les parents à jouer les acrobates quand eux-mêmes doivent retourner au travail. Comment s'y prennent-ils? Reportage à Paris, Laura Ada et Marine Der. Derniers instants en famille, avant une reprise qui s'annonce compliquée. Vanessa et Julien ont 3 filles. Voici Lola, 18 mois, qui ira à la crèche 3 jours par semaine. Au milieu, Joyce, 3 ans et demi. Aucun jour d'école. Et enfin Eden, 7 ans, 2 jours de classe par semaine. Et comme si cela était trop simple, elles n'ont pas un seul jour en commun. Ce matin, premier jour de crèche pour Lola. Alors pour la déposer, c'est la grand-mère qui vient donner un coup de main. Là, typiquement, ce matin, ça aurait pas été possible parce que moi, je travaille, j'ai les 2 qui restent à la maison. Et sans la grand-mère, c'était pas possible. Sa femme devait se rendre très tôt au bureau. Une organisation au jour le jour. Je ne sais pas quel est leur planning, ils m'ont rien dit. Souvent, c'est the last minute, comme on dit. Trouver une solution à la dernière minute. Bon nombre de parents se retrouvent dans cette situation. Le petit n'a pas repris la crèche, elle n'a pas réouverte. Et la grande a 1 jour par semaine. Je garde ma fille qui va potentiellement retourner à l'école la semaine prochaine. C'est du bricolage. Ma fille va quand même un peu à l'école. On a réussi à avoir l'école 2 jours. Et on le sait d'une semaine sur l'autre, à chaque fois. Les sœurs se séparent pour la première fois depuis près de 3 mois. 2 mois. Eden reprendra l'école jeudi. Pour Joyce, la cadette, ses parents sont toujours dans l'attente. J'espère que ça va changer parce que sinon, si elle n'a pas du tout d'école tout le mois de juin, pour le coup, ça sera un peu frustrant d'avoir ses sœurs qui vont à l'école et pas elle. Eden, viens faire ton travail. D'ici là, exercice de mathématiques et dictée pour la grande. Tampon. Le quoi? Tampon. Ouais. Télétravail pour le père qui fait aussi sa rentrée aujourd'hui. Après le déjeuner, la nounou prendra donc le relais quelques heures. Un répit de courte durée, 18h30, fin de journée pour Lola. Avec la réouverture des écoles, la famille devrait retrouver un rythme plus régulier. Et oui, il faut quasiment un tableau Excel. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le lancement officiel de l'application Stop Covid. Elle est téléchargeable depuis cet après-midi. Elle permet de tracer les personnes contaminées avec lesquelles vous êtes entré en contact. Comment fonctionne-t-elle concrètement? Présente-t-elle un danger pour la vie privée? Annie Bazar et Bichente Akala l'ont testé pour nous.
La démarche est volontaire. Il faut d'abord télécharger l'application. Quelques secondes suffisent. Aucune donnée personnelle à renseigner, pas de nom, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, ni même de carte vitale. On m'attribue simplement un identifiant anonyme. Et vous n'avez plus rien à faire. L'application est active. Dans ce magasin, par exemple, mon téléphone va repérer toutes les personnes que je croise à moins d'1 mètre et pendant plus de 15 minutes, à une condition qu'elles aient elles aussi téléchargé l'application. Franchement, je la téléchargerai pas. Déjà, je prends mes précautions, j'ai encore mon masque. Plus il y aura de monde qui va la télécharger, mieux ça sera pour tout le monde. Techniquement, mon téléphone va garder en mémoire toutes les références cryptées de mes cas contacts, sans activer ma géolocalisation grâce au Bluetooth. Je me méfie, j'ai pas confiance. C'est ce qu'on dit, ouais. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Autre doute, cette application n'arrive-t-elle pas un peu tard ? Mieux vaut tard que jamais, parce que le virus circule encore. Il peut y avoir une deuxième vague qui peut venir n'importe quand. Ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver prochain, comme ça peut ne l'être jamais. Bien entendu, les gestes barrières restent primordiaux à titre préventif. Objectif Stop Covid, casser la chaîne de transmission du virus. Si une personne est malade, elle le signale sur l'application grâce à un code fourni lors de son test. Ces cas contacts seront alertés. Ils pourront à leur tour se faire dépister. Problème ? Je n'ai pas de téléphone. Il ne marche pas mon téléphone là-dessus. C'est un téléphone primaire. Il est trop simple. Ce dispositif exclut d'office tous ceux qui n'ont pas de smartphone comme celui-ci, soit un quart des Français, la plupart, ont plus de 70 ans. D'après plusieurs études, cette application doit être téléchargée par au moins 60% de la population pour prévenir une éventuelle deuxième vague de l'épidémie. Regardez ce chiffre à présent, il donne la mesure de la perte de richesse liée au confinement. Le produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire ce que nous produisons annuellement, va baisser de 11% cette année. C'est historique et cela correspond à peu près à 200 milliards d'euros. Depuis la mi-mars, près de 5 millions de salariés sont en télétravail. Plus de 2 mois face à un ordinateur installé dans le salon, la cuisine ou la chambre, tout en surveillant les enfants qui n'ont pas école. Beaucoup d'entre vous n'ont qu'une hâte, retourner au bureau, retrouver ses collègues, la machine à café et même pour les vrais nostalgiques, la cantine. Reportage Thomas Jarion et Séverine Fortin. 5e réunion à distance de la journée pour Olivia. Fallait qu'on fasse un point sur... Tu m'entends ? C'est bon ? Je t'entends plus. Un peu lassée par sa connexion Internet, toujours aussi capricieuse, elle aimerait bien reprendre le chemin du travail. La vie de bureau me manque parce qu'on a besoin d'interagir avec les gens. Honnêtement, c'est ça qui manque le plus, jusqu'à la cantine. Ouais. Pour les déjeuners, pour l'ambiance, pour être bien. Après... Pas pour la nourriture ? Un peu moins, mais quand même. À sa collègue également, la cantine manque. Et plus inattendu, le trajet domicile-travail aussi. Ce qui me surprend, tout compte fait, ce qui me manque aussi, c'est de ne plus faire ce trajet, malgré tout. De dire, ben voilà, je dépose des enfants à l'école. Cette routine, en fait, me manque. Mais le retour au bureau, ce ne sera pas avant septembre. En attendant, Olivia continue de faire la police avec sa fille de 4 ans. Tu vas faire un petit dodo ? Parce que maman va bosser. Peut-être que je vais faire pas de petit dodo. Travailler au calme, Olivia en rêve un peu. Au contraire, Maxence, lui, rythme ses journées par la musique. Un temps libre imposé par le chômage partiel, activité réduite à 50%, faute de clients. Aujourd'hui, je me sens prêt pour retrouver un rythme soutenu, d'avoir un peu de challenge au quotidien, d'avoir des journées un peu plus remplies, c'est que des fois c'est quelque chose qui me manque. Mais retourner au bureau, ça ne veut pas forcément dire retrouver la vie d'avant. Dans l'entreprise de Didier, les règles sanitaires sont très strictes. On n'a plus de machine à café, plus de salle de pause, un bureau sur 2 est occupé, donc l'aspect interaction sociale, on ne le retrouve pas. Alors pour l'instant, Didier a décidé de rester en télétravail. Il retournera au bureau quand ce sera vraiment comme avant. On vient de le voir, cette crise sanitaire a fait exploser le nombre de salariés placés en chômage partiel. Ils sont plus de 8 millions, ils perçoivent 84% de leur salaire net. D'autres travailleurs indépendants, artisans n'ont aucun revenu. Pour de nombreuses familles, cet effritement ou cet effondrement du pouvoir d'achat a des conséquences très douloureuses. Reportage à Évry-sur-Seine, en région parisienne. Justine Corbillon et Sylvain Roland. Dans le cabas de Laetitia, le strict minimum. La fin du mois est compliquée. C'est juste en attendant de recevoir la paye. Voilà, des croissants et pain chocolat pour ce matin, des cotons pour démaquiller, du fromage. Il y en a eu pour combien ? 11 €. Et les mois sont un peu rudes là.
Ouais. On retire une somme d'argent par semaine et comme ça, on se fixe un budget par semaine pour les courses. Cette salariée d'un casino est au chômage partiel et perd chaque mois 1 000 € de pouvoir d'achat, car ce n'est pas qu'une partie de son salaire qu'elle a perdu. Parce que nous, en fait, on a les pourboires en plus qui se sont rajoutés, puis on faisait aussi des heures sup, donc du coup, ça a largement diminué, quoi. Sarah, elle, ne partira pas en vacances cet été. Elle n'a plus le budget. Depuis 2 mois, priorité à ses 2 fils, qu'elle garde toute la journée. D'abord parce qu'ils vont plus à la cantine, on a tous les goûters à donner, les repas du midi. Le pouvoir d'achat de cette assistante de direction a baissé de 450 € par mois. Elle a dû demander un report pour payer son loyer. On a dû être obligé de d'échelonner. Donc on a payé une partie au milieu du mois et attendre le 11 de ce mois-ci. 20% des Français connaissent une perte de pouvoir d'achat depuis la crise du Covid. Sur ce marché, pas grand monde chez le boucher ou le poissonnier, des produits devenus un luxe. Pour cette stagiaire en danse et ce bagagiste dans un hôtel, leurs revenus ont baissé de 150 €, mais pour eux c'est énorme. Et même s'ils le disent avec le sourire. Il y a des jours où on va pas manger. Voilà. Il y a des jours où on va pas manger. On économise et on fait un petit peu un régime, on va dire, entre temps. Et puis il y a ceux qui s'inscrivent à Pôle emploi pour la première fois. Alain n'a tout simplement plus de travail, car il était rémunéré à la mission sur un bateau de croisière en tant que chef boulanger. 4 000 € de salaire qu'il n'a pas touché depuis 3 mois. Quand je travaille pas, j'ai rien du tout, j'ai aucune aide, j'ai absolument rien du tout, quoi. Je suis retourné habiter chez ma mère. J'avais un peu d'argent de côté, mais là je trouve pas une solution, je sais même pas comment je vais faire. Là, au mois d'août, septembre, je suis complètement mort. Selon une récente étude, un salarié sur 3 en France a peur de perdre son emploi dans les mois à venir. Bonsoir Samira El Gadir. Bonsoir Gilles. On vient d'évoquer à l'instant le pouvoir d'achat des Français. Avec cette phase 2 du déconfinement, les prix vont-ils augmenter? On l'a vu avec les coiffeurs, certains garagistes à la mi-mai. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Ce qui est sûr, Gilles, c'est qu'avec l'arrêt des activités pendant plus de 2 mois et les normes sanitaires comme la distance physique, le manque à gagner est énorme pour les professionnels qui accueillent moins de clients. Pour un restaurant, par exemple, cela peut représenter jusqu'à 50% de son chiffre d'affaires en moins, sans compter les problèmes d'approvisionnement qui ont fait grimper les prix des fruits et légumes. On s'en souvient, dans la grande distribution, 9% d'augmentation. Mais que les consommateurs se rassurent, il ne devrait pas y avoir d'augmentation générale des prix, tout simplement parce que les professionnels veulent revoir leurs clients, quitte à rogner sur leurs marges. La SNCF, les hôtels, les théâtres, les cinémas, tous ont déjà fait savoir que leurs prix n'augmenteraient pas. Et à l'inverse, Samira, est-ce qu'il y a des prix qui vont baisser? Tout à fait. Et ça a déjà commencé chez certains concessionnaires automobiles qui proposent des ristournes allant jusqu'à moins 30%. Le secteur de l'habillement déstocke également à coup de promotion avant même le début des soldes le 15 juillet prochain. Et puis une bonne nouvelle pour les départs en vacances, les compagnies aériennes low cost cassent leurs prix. L'une d'elles, par exemple, propose 1 million de vols à destination de l'Europe à moins de 30 €. Merci beaucoup Samira pour ces explications. L'actualité de ce mardi nous emmène aussi aux États-Unis, 8 jours après la mort de George Floyd. L'autopsie officielle a confirmé que cet homme noir de 46 ans avait été étouffé par le policier qui l'interpellait à Minneapolis le 25 mai. Des manifestations et affrontements ont eu lieu dans de très nombreuses villes après la menace proférée par Donald Trump de déployer l'armée. Patricia Lémonière et Catherine Gentil de Cancode. Pas de justice, pas de paix, ils sont revenus devant la Maison-Blanche malgré les menaces du président américain, déterminés à faire entendre leur voix. Je me sentais obligée de venir aujourd'hui. Des gens ont été tués juste à cause de la couleur de leur peau. Pourquoi ? À Los Angeles, ils parlent aux policiers qui posent un genou à terre en hommage à George Floyd, mort lors de son interpellation. Tant que vous êtes pacifique, on est à vos côtés. Et à New York, le réveil a été difficile. Il y a tous ces magasins vandalisés. Cet homme, photographe, a perdu pour près d'1 million d'euros en matériel. Tout a disparu. Cette nuit, lorsqu'il a appris le pillage, il n'a pas osé venir. J'étais sur le point de venir. Il était 3 h du matin. Mais mon frère m'a dit, surtout n'y va pas. Ils vont te tuer. Pacifique au départ, les manifestations dérapent la nuit venue. Les arrestations commencent, comme ici à Las Vegas, 338 personnes emprisonnées. La tension est extrême. À Buffalo, un véhicule fonce sur les forces de l'ordre, blessant grièvement 2 policiers. Mais la nuit, c'est surtout l'arrivée des pilleurs, rapides, motorisés. Ils agissent en petits groupes.
Le couvre-feu, établi dans plus de la moitié des États, vient d'être prolongé à New York. Le couvre-feu va durer jusqu'à la fin de la semaine. Donald Trump, après avoir décidé de déployer des milliers de soldats surarmés dans le pays, s'est rendu aujourd'hui au mausolée de Jean-Paul II, le président, est déjà en campagne pour sa réélection. Depuis une semaine, des centaines de milliers d'Américains sont descendus dans les rues, la plupart du temps pacifiquement. Qui sont ces manifestants? Quelles sont leurs motivations profondes? Amandine Atalaya et Mathieu Derrien sont allés à leur rencontre à Minneapolis, sur le lieu même où est mort George Floyd. Chaque jour, inlassablement, ils reviennent. À cet endroit précis où George Floyd est décédé en moins de 9 minutes. Ici, la foule est pacifique, composée majoritairement de jeunes en colère, à l'image de Pani, qui vit à Minneapolis depuis 5 ans, habituée aux récits de violences policières. Moi, je suis étudiant et chaque fois que je me réveille le matin pour aller à l'école, je me demande si je vais rentrer à la maison le soir. Il n'avait jamais manifesté auparavant. Ce fut cette fois l'injustice de trop. C'était extrêmement dur de voir ça à la télé, donc je me suis dit qu'il fallait que je sorte. Et l'on aperçoit à Minneapolis autant d'Afro-Américains que de Blancs révoltés. C'est la première fois que je proteste. Et moi, je viens tous les jours depuis le début du mouvement à Minneapolis, mais c'est la première manifestation de ma vie aussi. Des groupes de casseurs sont venus d'autres États et ont laissé leur signature, des slogans anarchistes. Mais les chiffres des arrestations ici montrent qu'il n'était que 20%, loin de la caricature faite par Donald Trump qui met en cause les antifas uniquement. Une grande majorité des fauteurs de troubles, interpellés, étaient en fait des habitants de la ville. Les gens sont fatigués. Personne ne nous écoute jamais. À part la violence, quelle solution avons-nous? Pour se protéger de la casse, beaucoup ont écrit « Magasin tenu par des Noirs » sur leur devanture. Dans ce quartier métissé de Minneapolis, les habitants ont dû se défendre, eux, contre des groupes d'extrême droite venus les intimider. Ici, j'ai vu les gens la nuit avec des marteaux et des battes de baseball. Ils étaient prêts à se battre contre ces suprémacistes blancs. Ces jeunes ont vu passer ces extrémistes plusieurs fois. Ils étaient quelques dizaines seulement. Ouais, ils suivaient les véhicules de police pour savoir où étaient les émeutiers, pour leur faire peur après. Ils étaient armés et harnachés, on a vu leurs fusils. Un témoignage confirmé par beaucoup d'autres voisins. Ces 3 amis, mécaniciens, ont participé pacifiquement à tous les défilés, arrêtés par la police pourtant. Les gens respiraient déjà mal après les lacrymos, et là ils ont mis le chauffage à fond dans le fourgon, en faisant des blagues du genre « Vous sentez la chaleur ?» Vaincus par un immense dispositif militaire, les jeunes ont cessé de manifester à Minneapolis. Les habitants se réunissent désormais avec des balais et des pelles pour nettoyer les dégâts. En France, une affaire qui résonne par certains aspects avec celle de George Floyd et qui est également au cœur de l'actualité. Elle concerne Adama Traoré, ce jeune homme mort en juillet 2016 après une course-poursuite avec les gendarmes. La semaine dernière, une nouvelle expertise judiciaire a écarté la responsabilité de ces gendarmes. En réponse, vous le voyez, des rassemblements de soutien aux proches du jeune homme ont été organisés ce soir à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon. La famille a affirmé ce soir avoir réalisé une autre expertise indépendante qui validerait la thèse d'une asphyxie par plaquage ventral. Tout autre chose à présent, vous faites peut-être partie des 15 millions de Français qui en ce moment souffrent d'allergie au pollen. Regardez cette carte, la quasi-totalité de la France est placée en rouge, en risque très élevé d'allergie. Comment l'expliquer? Y a-t-il un lien avec le confinement? Julien Roux et Christophe Niolac nous disent tout. Ils sont annonciateurs des beaux jours, mais aussi des ennuis. J'ai les yeux qui piquent, les yeux qui coulent, le nez qui est pris, le nez qui coule. J'ai le nez bouché et des fois j'éternue 5-6 fois de suite. Marianne, allergique aux graminées depuis une dizaine d'années, a entamé un traitement. Je vais vous demander, ça vous démange? Et porte son masque contre le coronavirus, mais aussi contre le pollen. Mais est-ce efficace? Les grains sont assez fins, peut-être quand même pour passer, ou en tout cas sur les côtés. Et pour ne rien arranger, les symptômes des allergies... Vous avez une toux sèche, permanente, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. ...peuvent évoquer le Covid. Tout le monde s'inquiète. Dès qu'on a un rhume, dès qu'on a... Bon, pas de fièvre, donc je me suis vraiment très modérément affolée. Mais les allergies se reconnaissent facilement.
Une démangeaison au niveau du nez, au niveau des yeux. Ils éternuent, ils toussent, mais c'est assez sec. Au niveau du Covid, vous vous sentez mal. Il y a une sensation de malaise, il y a souvent de la fièvre, ce qui n'est pas du tout le cas des maladies allergiques. Autre particularité cette année, les allergies ont commencé plus tôt et sont plus virulentes. On a eu un printemps vraiment exceptionnellement doux, avec des températures au-dessus des normales de saison d'après Météo France, ce qui a favorisé vraiment la floraison des graminées. Et puis le confinement a joué aussi. On a eu moins d'espaces verts qui ont pu être traités par les personnels et puis aussi des bords de route qui ont été peut-être un peu moins entretenus, donc des graminées qui ont poussé plus facilement et qui ont pu gêner les allergiques. Le traitement passe par des antihistaminiques. Il faut également veiller à moins s'exposer au pollen et aérer au maximum son logement. Je vous propose à présent un petit retour en arrière. Il y a 2 mois, en plein confinement, nous avions rencontré des commerçants de Valenciennes, dans le Nord. Ils avaient lancé leur propre plateforme de vente sur Internet pour continuer à vendre leurs produits. Aujourd'hui, ont-ils continué l'aventure? Marion Fiat et Sébastien Boé sont retournés les voir. Cette boutique d'articles de pâtisserie ne désemplit pas. Et jamais Elodie n'avait connu ça, bien que son magasin existe depuis plus de 18 mois. Lorsque nous l'avions rencontrée, Elodie s'était lancée dans la vente en ligne grâce à un site proposé par la ville pour tous les commerçants des environs. Résultat, elle s'est fait connaître et a même posté des vidéos pour mieux vendre ses articles. 2 mois plus tard, elle a triplé son chiffre d'affaires. Pendant le confinement, j'avais un peu plus de trésorerie, donc j'ai pu démarcher des nouveaux fournisseurs, acheter des nouveaux produits. Et là, le après-confinement, c'est que clairement, là, ce mois-ci, je me suis pris un salaire. Pour la première fois, ouais. Ça récompense tout le travail et tous les sacrifices que j'ai faits. Et il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Sur ce site, une centaine de commerçants proposent leurs produits et la livraison est offerte par la Chambre de commerce et d'industrie. Il a permis aux petites enseignes de lutter contre les géants de la vente en ligne et de survivre au confinement en créant un cercle vertueux pour toute la ville. Le digital a sauvé des commerçants, donc a sauvé des emplois, a sauvé la ville, a sauvé le territoire. Et en plus, ça va faire des petits puisque de plus en plus de communes, de mairies, de maires viennent vers nous. Autre exemple avec ce magasin bio. Il existe depuis 20 ans et pendant le confinement, il a multiplié ses livraisons par 10. Aujourd'hui, il y en a moins, mais il a conquis de nouveaux clients. J'ai complètement changé ma façon de voir les choses, en fait, ma façon de consommer. On consomme moins, mais on consomme mieux. Et parce que durant le confinement, Elodie a livré ses gâteaux à ceux qui travaillaient encore, son magasin figurera dans les prochains calendriers des pompiers pour garder un autre souvenir très humain de cette période si particulière. Ce chiffre, à présent, vous êtes 4,5 millions, principalement salariés de grandes entreprises, à bénéficier de chèques vacances. Des parlementaires, avec l'accord du gouvernement, proposent d'élargir le nombre de bénéficiaires, ce qui serait une très bonne nouvelle. Explication, Johan Engen et Olivier Stambach. Parmi les Français que nous avons croisés aujourd'hui, très peu bénéficient chaque année de ce précieux carnet. J'ai pas des chèques vacances, on me donne pas. Parce que je pense qu'on est une trop petite entreprise pour pouvoir accéder à ça, quoi. J'en aurais pas, donc je suis en libéral. Le chèque vacances, tous aimeraient en profiter. Mais c'est bien parce que c'est gratuit et que ça nous permet de faire des trucs qu'on ferait pas sinon. Pour payer les trains ou les locations en vacances. Enfin, les petits plus en vacances, justement, les restos et des choses comme ça. Voilà, c'est une somme ajoutée au budget vacances. Derrière ces petits plaisirs, l'ANCV, un organisme public qui émet et vend les chèques vacances aux entreprises, qui les distribue ensuite aux salariés. 4 500 000 en possèdent aujourd'hui, alors que 33 millions de Français pourraient y prétendre si de grands groupes spécialisés en commercialisaient aussi. C'est en tout cas ce que pense cette députée de la majorité. Les acteurs privés peuvent nous apporter un savoir-faire qu'ils ont déjà dans la carte cadeau ou le ticket restaurant sur la dématérialisation. Un chèque vacances pour les citoyens français sur le smartphone, c'est beaucoup plus pratique. La fin du monopole de l'ANCV, cet élu s'en inquiète. Car aujourd'hui, tous ces bénéfices, 26 millions d'euros, financent des associations qui font partir en vacances chaque année plus de 100 000 Français défavorisés. Nous ne croyons pas 2 secondes que les actionnaires des grandes entreprises accepteront
ne serait-ce qu'un peu, et en tout cas certainement pas très longtemps, de financer des programmes d'action sociale au détriment de leurs intérêts propres. Le gouvernement s'est pourtant dit favorable à cette réforme, qui devrait être discutée à l'Assemblée nationale à l'automne prochain. 4, 5, ils sont remplis, c'est parfait. Elles attendaient avec impatience cette date libératrice du 2 juin. Les stations balnéaires peuvent enfin à nouveau accueillir des visiteurs venus de toute la France. Les amateurs de plage étaient-ils au rendez-vous aujourd'hui? Réponse à Sanary-sur-Mer dans le Var, Baptiste Guénet et Henri-Paul Amar. C'est un jour particulier, celui des libertés retrouvées, même si le désinfectant fait désormais partie du voyage. Première sortie en mer de l'année pour cette famille, longtemps attendue. Après 2 mois avec les enfants enfermés dans la maison, on a un petit appartement, donc oui, ça nous fait un bien fou de reprendre la mer. Ouais. Depuis l'annonce de la deuxième phase de déconfinement, voilà votre permis, monsieur, s'il vous plaît. L'agenda de ce loueur de bateaux ne cesse de se remplir. J'ai le téléphone qui s'est mis magiquement à sonner. C'est la première année où j'avais quasiment 0 réservation pour juillet-août. Et là, les gens à nouveau reprennent effectivement des réservations pour juillet-août. Et puis les jours à venir, le week-end dernier, on était plein. Le week-end qui s'annonce est bien chargé. À Sanary, terrasse bondée, retour à la vie normale, ou presque. Sur le marché, port du masque obligatoire, comme un dernier signe qu'ici, le confinement a été plus strict qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'interdits. À un moment donné, on ne pouvait plus sortir à 10 mètres autour de la maison, donc on est content de retrouver notre liberté. Sur la plage de Saint-Cyr, les mesures ne sont pas pour autant oubliées. La preuve, le mètre ruban est devenu indispensable. 1m20, donc c'est bien. Après, on pourra, je pense, même davantage espacer par rapport au nombre de transats qu'on a. On pourra faire même mieux pour assurer le client aussi, c'est important. Ici, on se prépare tout juste, mais un peu plus loin, il est déjà possible de se prélasser sur un transat. Ça nous avait vraiment manqué, cette notion de liberté. Même s'il ne fait pas beau, on a tenu à marquer le coup, à venir dire bonjour à notre plage, à notre mer. Cet autre établissement va devoir se passer d'une trentaine de transats et de couverts, mais pour les clients, qu'importe, il y a l'apéro et le poisson frais. C'était pas prévu, mais on avait envie. On avait envie d'agir, de vivre. Voilà. Pas de problème de distanciation dans ce camping. Et depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Camping Camp à Sainte-Clara, bonjour. Un taux de réservation de 80% en juin, les mois de juillet et d'août déjà pleins. L'abrogation des 100 km est une très bonne nouvelle. C'est 90% de notre clientèle qui est à plus de 100 km. C'est plutôt une clientèle du Nord et aussi étrangère, hollandaise. Mais là, on ne les aura pas, je pense, avant le 15 juin. Pour l'instant, un seul camping-car et quelques locations de mobil-home. Mais ça y est, dans le Var, plane déjà le parfum des vacances. À Sanary-sur-Mer, le marché s'était illustré dans le journal de 13h en 2018. Cette année, Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros ont lancé une autre opération, les coups de cœur pour nos marchés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.coupdecoeurmarché.fr pour voter. Le vainqueur sera annoncé le vendredi 10 juillet. Vous vous demandez sans doute à quoi ressemble le déconfinement à l'échelle de votre ville. La reprise des loisirs pour vos enfants, la réouverture des musées, des monuments, des parcs, des jardins. Votre vie d'aujourd'hui est-elle vraiment comme celle d'avant? Mathilde Véron et Philippe Véron ont tenté l'expérience à Nantes. Il est 8h, nous sommes en zone verte depuis 1 heure maintenant. Cette salle de sport, fermée depuis la mi-mars, a enfin rouvert ses portes avec, vous allez le voir, de nouvelles règles, mais des sportifs au rendez-vous. Bonjour. Ça fait beaucoup de bien de revenir, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. On avait hâte et je pense qu'on va revenir ce soir, faire une deuxième séance, histoire d'éliminer tout ce qu'on a pu manger pendant le confinement. Il n'y a pas de risque zéro, mais voilà, si on fait attention, si on prend les gestes barrières, il n'y a pas de souci logiquement. Ici, on s'est adapté pour la réouverture. Tout a été réaménagé avec des machines plus espacées et désormais nettoyage obligatoire des appareils avant et après utilisation. Mais tous les lieux sportifs n'ont pas encore rouvert. Les piscines, par exemple. Ici à Nantes, en théorie, elles sont autorisées à rouvrir à partir d'aujourd'hui. Mais la ville s'est pour l'instant fixé l'objectif du 15 juin, le temps de s'organiser pour la sécurité des baigneurs. C'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir des espaces où on est un petit peu loin de la foule, parce que là, on est quand même plus tranquille. Un peu. Et puis le cadre est quand même sympa. On était très contents que les douves réouvrent, surtout quand on se balade à côté, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir rentrer. La réouverture des lieux culturels est très progressive car ce sont aussi des endroits qui rassemblent beaucoup de monde en temps normal. Près de 380 000 visiteurs l'année dernière pour le château des Ducs de Bretagne. Ses douves et sa cour ont rouvert ce matin.
Alors en revanche, l'intérieur du château n'a pas rouvert. L'intérieur du château est encore fermé, les remparts sont encore fermés parce qu'on a des endroits tellement exigus que c'est impossible aujourd'hui d'appliquer les normes sanitaires. Je vais vous montrer un exemple justement. C'est notamment la visite des remparts. C'est l'utilisation des escaliers anciens du XVe siècle qui nous oblige à prendre des mesures extrêmement particulières puisque la distanciation, nous n'arrivons pas à l'appliquer ici. 3, 4. Et en attendant le retour des concerts, à Nantes, des bars fêtent leur réouverture en fanfare. La prudence, vous le voyez, est toujours de mise, mais la vie reprend. Depuis 3 semaines, nous vous proposons de découvrir une France secrète, désormais sans limite kilométrique. Ce soir, je vous emmène au cœur de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. L'équipe scientifique a accepté d'emmener Ludovic Romanins et Julien Bervilliers pour leur toute première plongée depuis le confinement. Et vous allez le voir, pendant ces 2 mois et demi, les poissons en ont pris à leur aise. Nous avons bénéficié d'une autorisation exceptionnelle. Depuis 3 mois, aucun bateau n'était entré dans la réserve de Cerbère-Banyuls. 650 hectares protégés. 2 plongeurs scientifiques nous accompagnent. Au large du Cap l'Abeille, nous nous préparons à découvrir un monde transformé. On est vraiment impatients de voir le comportement des poissons, la densité et de voir cet effet confinement. La mise à l'eau va nous réserver bien des surprises. Dès les premiers coups de palme, nous constatons que la mer est particulièrement chargée en nutriments. Algues vertes, plancton, la visibilité ne dépasse pas 10 mètres. Une plongée compliquée, un milieu propice au développement de la vie. À 15 mètres de profondeur, le comptage des habitants de la réserve commence. Nous apercevons tout d'abord des saupes. Habituellement, ils ne sont pas aussi nombreux. Un peu plus loin, 2 corbes. Aucun son d'humain ne les a perturbés pendant 3 mois. Les micros captent leur conversation. Les sons des animaux sous l'eau n'ont jamais été aussi audibles. Un énorme mérou vient à notre rencontre. Voici ce que nous pouvons entendre. On dirait que le confinement humain a déconfiné tous les poissons de la réserve. Ils sont allés au-delà de leurs limites, comme s'ils reconquéraient leur territoire. Les biologistes ont aussi l'impression que les poissons ont grossi. Ils ont pris le temps de se nourrir et après je trouvais une présence de gros individus, ce qui est encourageant. Après il va falloir comparer ces résultats sur les 2-3 années en arrière. Ça va nous permettre d'avoir une idée de cet effet du confinement. Et pour l'analyser, ils installent des capteurs GPS au fond de l'eau. Ils vont permettre de suivre les poissons et de mieux connaître leur migration. La réserve est désormais sous surveillance jour et nuit. Et le moment est propice. L'homme n'a pour une fois pas perturbé le cycle de la vie. Mieux il mange, plus il a de nutriments, plus il a d'énergie pour pouvoir se reproduire en suivant. Donc c'est bien. Une équipe de scientifiques a aussi effectué des prélèvements dans l'eau. Ils ont détecté de nombreux profils génétiques pour établir une bibliothèque des espèces présentes dans le milieu. En attendant les résultats et pour préparer l'été, 29 bouées de mouillage sont installées. Elles sont destinées aux plaisanciers qui pourront revenir dès la semaine prochaine. Impossible pour eux de jeter l'ancre ailleurs dans la réserve. Cet espace protégé a bénéficié d'une longue période de tranquillité et tout est mis en place aujourd'hui pour que cet écrin naturel puisse encore être une source d'émerveillement. Depuis plus de 2 mois maintenant, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, nous retrouvons un jardinier passionné. Ces vidéos tournées dans son potager ont été vues plus d'1 million de fois, notamment par Elena Despaturo et Florian Fernandez. On arrive au potager qui fait 300 mètres carrés. On peut déjà nourrir grandement une famille de 4 personnes. C'est un jardin pas si secret, partagé avec plus de 160 000 personnes sur sa chaîne Internet. Des artichauts qui sont prêts à être récoltés, du maïs qui va monter sur plusieurs mètres de hauteur, en omelette avec quelques œufs des poules. Et là, de suite, on est au paradis, vraiment.
Avec ses vidéos simples, au cœur de son potager bio, Olivier Puech ne s'attendait pas à un tel succès. Le confinement a boosté sa nouvelle carrière de jardinier youtubeur. La trajectoire de la chaîne a été un peu folle pendant ce confinement parce que le nombre d'abonnés a doublé en 3 mois. Certaines vidéos ont été encore plus sollicitées que d'autres, avec comment planter ses tomates qui a dépassé le 1 million de vues, avoir un poulailler, 600 000 vues. Quand vous allez planter vos plants de tomates, il faut vraiment ne pas hésiter à l'enfoncer sous terre. Savoir que les vidéos poussent à jardiner, poussent à semer, poussent à planter, ça c'est toujours une grosse récompense pour moi. Père de 2 enfants, cet ancien chef de rayon a changé de vie il y a 2 ans. Mais depuis quelques semaines, il est courtisé par des sponsors et des maisons d'édition. Il peut désormais vivre de sa passion. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Tout pousse, grandit, meurt, se composte, se transforme. Et c'est aussi une occasion d'éveiller les enfants. On va récolter pour le repas de ce soir? Oui. Allez, en avant. Pieds nus et mains dans la terre, le jardinier veut nous encourager à revenir à l'essentiel. J'espère que ce confinement ne sera pas qu'une parenthèse de vie, mais sera un déclic pour bon nombre de personnes. Lui ne regrette rien de sa vie d'avant. Avis aux amateurs de ballon rond, TF1 et le groupe Mediapro ont conclu un accord aujourd'hui qui va déboucher sur la création d'une nouvelle chaîne. Elle s'appellera Téléfoot, un nom qui vous est familier. Elle diffusera à partir du mois d'août les 8 meilleurs matchs de Ligue 1 chaque semaine. Certains seront commentés par nos amis Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. L'émission Téléfoot, bien sûr, reste diffusée le dimanche matin sur TF1. Sur LCI, Sylvia Micone reviendra sur les manifestations aux États-Unis dans le grand journal. Rendez-vous à 23h sur le canal 26. Et puis tout de suite sur TF1, la météo d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, suivi d'Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie et dernier volet de la saga du sorcier à lunettes. Demain à 13h, Jacques Legros en duo avec Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve à 19h45 pour un point sur l'actualité et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous, très bon déconfinement. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.